Sacré. Field. C'est vraiment un plaisir de vous présenter des présentations des résidents de la communauté de Field, puis à parler des ancêtres du monde qui ont demeuré à Field, ça fait longtemps. Puis quand on regarde l'histoire de la communauté de Field, on voit le nom Aubin, c'est un nom d'une famille, une des premières familles qui est venue à Field. Puis c'est vraiment un plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi le préfet du canton, Gérald Aubin. Gérald, dans quelle année que tu es venu à Field, toi? Moi, je suis venu au monde en 1929, juste au début de la crise économique des années 30. Je ne sais pas si c'était un signe avant-coureur de quoi. Je pense que c'était un bon signe. Tu étais le deuxième de la famille Aubin. Comment est-ce qu'il y en avait dans votre famille, Gérald? On était 13 enfants là, de chez nous. On était eu 7 garçons, puis 6 filles. Puis votre terre, c'est une terre, je pense, ton père, c'est un cultivateur. Elle était où, elle? Elle était située à 2 milles et demi du village. C'est sur le chemin de River Valley. C'est une terre du long de la rivière. Quand mes ancêtres sont arrivés par ici, mon grand-père est arrivé par ici, bien, il s'installait du long de la rivière parce que c'était la seule voie de communication qu'il y avait avec la ville de Sturgeon Falls. Ça avait monté par la rivière en canot. La rivière, donc, il était tout installé le long de la rivière. Fait que c'était d'où ce qui était mon père, c'était la terre que mon grand-père avait ouverte dans les années 1800. Il est arrivé ici dans les années 1888. Puis ces terres-là, ils ont tout le temps été cultivées par des Aubins jusqu'à pas bien des années. Puis dis-moi donc, d'où que ça vient, ça, des Aubins? De quelle partie du Canada? Mon grand-père, il vient de Saint-Donat, comté de Montcalm, dans la province de Québec. Il s'est envenu par ici en 1888. Il avait entendu par chez eux autres qu'il s'en venait à Sturgeon Falls. Là, puis quand il débarquait du train, là, il y avait un paquet de gens, des employeurs là, qui couraient après les jeunes garçons pour les engager. Mais ils ont été désappointés quand il est arrivé. C'était pas vraiment ce qu'ils pensaient. Puis à part ça, ben, il n'y avait pas d'argent pour s'en retourner. Fait qu'ils ont été obligés de rester. Fait que après ça, ben là, la famille à mon grand-père, son père, ses autres frères sont en venus. C'est là qu'ils ont monté le long de la rivière et sont installés dans Badgerou. Ça a dû être un temps pas mal maigre pour les cultivateurs en ce temps-là? Ah oui, c'était pas rose. Après, que mon grand-père nous contait souvent, là, c'était pas tout le temps rose. Ça vivait plutôt de pêche et de chasse, hein, avant qu'il s'aille défricher un petit lopin de terre. Pour défricher de la terre, il n'y avait pas des boules noseurs comme aujourd'hui, là. Il faisait tout ça à la hache, hein. Il coupait le bois, puis il se coupait, il appelait ça des leviers, là, puis il roulait le bois par top, il faisait brûler ça. Après ça, il cimentait les chousses. C'était pas facile, c'était pas facile. Puis toi, comme un jeune homme, quand est-ce que tu as commencé à travailler? Puis chaque année que tu étais à l'école, c'était important l'école dans ton temps? Ben, plus ou moins. D'abord, on savait écrire notre nom, puis compter un peu, là, ça faisait ça. On n'avait pas besoin de plus que ça. D'abord, les petits gars, ils étaient voués à aller au camp, puis faire des cultivateurs, donc ça va pas moins. D'après la mode de ce temps-là, c'était pas nécessaire tellement d'être bien instruit. T'sais. Puis toi, Gérald, qui c'est qui est arrivé? À quel âge tu as commencé à travailler? Moi, j'ai lâché l'école, j'avais 13 ans. J'avais eu 13 ans au mois de janvier, puis au printemps, quand mon père a commencé à faire les semences, il dit, je sais bien qu'il va falloir que tu lâches l'école, ben j'ai besoin de toi, ici. Ça fait que j'étais un gros jeune homme de 80 livres quand j'ai commencé à conduire les tracteurs, puis les chevaux, puis ça fait que ouais, c'était un gros bonhomme derrière. Mais quelqu'un qui a 80 livres dans le bois avec une chainsaw, c'est pas un gros problème. Non, ben là, j'ai pas commencé dans le bois. Là. Le bois, j'ai commencé à 15 ans, dans le bois. Là, j'avais profité, j'avais appesanti d'une vingtaine de livres. À ce temps-là, on coupait du bois, ils appelaient ça du pulp, là, du bois de 4 pieds. De la pitoune. Ouais, j'avais un boxer de 4 pieds, le ménage de 3 livres, là. Bon, on était dans la petite épinette noire, là. On commençait à 6 heures le matin, on sortait à 6 heures le matin, on était à 6 heures le soir. Je garantis qu'il y a des matins, j'aurais monté en broyer que me lever. les os faisaient mal partout. Même je suis tendu aussi, ça n'a pas été long. J'étais capable de faire une journée durable, pas pire. Ça a bien été. Ça payait beaucoup, ça? Ah oui, moi, je venais à bout de couper une corde par jour, puis ça donnait 4 piastres. 4 piastres par jour. L'argent allait où, cet argent-là? À ta famille? Oui, ça allait à la famille. Ça, les premières années de chantier, c'était pour aider la famille. Là. Comme vous me dites tout à l'heure, là, on était 15 à la table, fait que ça prenait beaucoup de grosserie pour tenir ça à aller, ces bouches-là. Donc, les petits gars, ben, ils aidaient leur père, là, surtout les premières années de camp. Là.
C'était plutôt pour la famille que pour moi-même. Ouais. Puis Gérald, d'où que tu étais dans le bois, dans quelle section du Nord ici que tu coupais? J'ai commencé, la première année, c'était à Kipling, en arrière de Kipling, là, dans la petite épinette noire, on dit. Après ça, j'ai été en arrière d'Eagle pour 2 ans. Ensuite, on a monté pour Gordon. Gordon, il y avait des jobbers, lui, sur la rivière des Turgeons. La première année, c'était à Goose Fall. Upper Goose Fall, John Boisvenu, qui était jobber pour le Gordon. Il y avait un bâti un camp là. Ensuite, on a monté sur l'Alma. En tout, j'ai fait 7 ans de camp. De quelle année qu'on parle, là? Les années 48, 49, 50. J'ai commencé en 44, moi, jusqu'en 52, 51, aller au camp, moi. On parlait aujourd'hui à propos avant notre interview, là, on parlait à propos du développement de Field, puis la chose qui a vraiment changé la communauté. Puis on parlait d'hydro. Comment c'est que ça a changé Field, l'électricité? Bon, l'électricité, ça l'a amélioré beaucoup, la vie à Field, parce qu'avant ça, c'était tous les petits fanals, les petits lampes à l'huile, le monde, les moulins à laver, les femmes, il fallait qu'ils lavent ça à la main, des moulins qui avaient des moulins à bras, là, qui brasaient, se tordaient ça à bras. Après ça, quand l'électricité est arrivée, ça a tout révolutionné à verre. Quand on rentrait dans la maison, on avait juste à peine de lever le piton, puis on avait l'électricité, on avait les lumières. C'était plutôt de courir, pour essayer de trouver des allumettes, puis regarder s'il y avait de l'huile dans la lampe, puis des fois, le globe de salle, on ne pouvait pas. Avec l'électricité, ça a tout révolutionné. Ça a beaucoup amélioré. Les pompes à l'eau, il y en a plusieurs qui charroyaient l'eau de la rivière au chiot, comme on dit. Là. Après ça, là, ils sont installés des pompes électriques. Puis ça a beaucoup amélioré l'électricité. Moi, ça a fait un gros change, ça, là. Puis, I guess, une autre chose qui a changé les choses aussi, c'est le téléphone. Oui, le téléphone. Hein. Quelques années plus tard, on a eu le téléphone. Là, les communications, c'était pas mal plus facile. Avant ça, si on avait des commissions, quelque chose, donc on voulait parler à quelqu'un, il fallait pas sauter dans le char, parce que souvent, on n'avait pas de... Les chemins n'étaient pas praticables trop en char, mais soit à pied ou en buggy, il fallait aller porter le message l'autre-même. Jusqu'avec le téléphone, ça a beaucoup amélioré la communication. Parle-moi donc tes mémoires du village de Field, Gérald. On va parler de l'heure du midi. Qui c'est qui arrivait à l'heure du midi à Field quand ça roulait? Moi, j'ai une école 2 ans à Field. Les 2 premières années d'école, je les ai faites à Field. Je restais chez mon grand-père, qui restait en haut de la voie ferrée, là, justement ce qui est Jean-Louis-Larocque aujourd'hui. Là. Puis, je me rappelle le midi, on était, je sais pas comment, tout bien 300 élèves à l'école. Et quand la cloche, l'école sonnait, la cloche d'église sonnait, le moulin criait, le planeur criait. Donc, tout le monde s'en allait dîner. Il y avait un paquet d'élèves qui sortaient d'école, les gens du planeur et du moulin, puis tous les autres commerces. Les rues du village, puis le trottoir, c'était plein de monde. Hein? Ça se rencontrait, ça se croisait. Et c'était vraiment quelque chose... j'y pense aujourd'hui, à ce temps-là, on te mêlait à ça, c'était pas pire. Mais j'y pense aujourd'hui, puis c'était vraiment une bonne atmosphère. Là, je sais pas, c'était vraiment quelque chose à voir. À comparer qu'aujourd'hui, il y a sûrement plus de maisons là autour. À ce temps-là, c'était toutes les maisons, c'était la plupart du village était ici. Puis il y avait beaucoup de trafic le midi, là, puis du trafic à pied. Il n'y avait pas beaucoup de chars à ce temps-là. Je pense qu'un de tes grands rêves, on parlait, c'était d'être la connexion avec les chevaux. Qu'est-ce que tu voulais faire, toi? Une de tes premières choses que tu voulais vraiment faire là, avec les chevaux? Moi, quand j'étais petit gars, l'automne, rendu au mois de septembre, là, on voyait passer les chevaux qui montaient au camp. Hein? Des fois, il y avait Gordon, il y avait Smith, il y avait tous les autres jobbers qui montaient. Puis, puis je regardais ça, puis moi, ça me faisait frissonner. J'avais donc hâte d'être capable de le faire. Puis j'ai réussi quand j'ai eu 16-17 ans. Les premières années au camp, on n'avait pas de chevaux, on ne va pas monter tes chevaux, mais quand on travaillait pour M. Boisvenu, en haut là, de River Valley, là, on montait les chevaux. Là. C'était vraiment un événement l'automne. Quand l'automne arrivait, là, puis il disait, là, es-tu prêt à monter au camp, là? Les chevaux sont pareils, là. Là, c'était tout une joie de le faire, tu sais. Comment les chevaux qu'on parlait, là, 2, 3, 4, 5? Oh non, on parlait d'au moins 10, 12 paires de chevaux qui donnaient une affaire de 20, 25 chevaux. Tu sais. C'était comme tout un troupeau. J'ai vu un printemps descendre des chevaux dont on avait 25 times qui appelaient, là. Ça faisait 50 chevals, ça. On avait descendu, c'était tout attelé sur des sleighs, sur des wagons, puis ça nous avait pris 2 jours à descendre du camp avec ça, là. On n'avait pas le temps d'arrêter, on n'avait pas de place pour arrêter, c'était bien trop nombreux.
Donc, on avait commencé comme ça, running jour et nuit. As-tu déjà travaillé sur la drave? Oui, j'ai fait de la drave pour une couple d'années. Je me rappelle sur toute l'année que j'ai été plus long, là, qu'on avait 3 mois de drave qu'on avait fait. Là. On avait commencé sur le Bass Lake, en haut de River Valley, le Bass Lake, Bass Creek, après ça, on traversait le Round Lake, le Round Creek, ça tombait sur la rivière au Barbeca, ensuite dans la rivière des Churons jusqu'à Crystal Fall. Ouais, c'était tout un événement, tu sais, c'était tout un challenge, surtout quand on commençait en haut là-bas, là, c'était au début de l'été, là, quand la glace fondait, mois de mai, commencement de juin, on avait beaucoup d'amis. Parce qu'il y avait des maringouins, puis les mouches noires, puis c'est-à-dire que c'était pas le long des criques, puis des lacs, là, quand ça arrivait le soir, là, on avait des piqûres partout. C'était vraiment un temps très, très dur, mais je me sens que quand tu y penses puis que tu en parles, là, c'était un bon temps. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai toujours aimé ça. Je sais que ma mère disait ça. Comment ça se fait? Tu es toujours le premier rendu au camp, puis tu es le dernier parti le printemps. Moi, j'aurais pu vivre là l'année. J'aimais bien ça. J'aimais bien ça. Je veux dire, c'était surtout après que j'étais marié, ben, j'ai pas retourné. Mais quand j'étais garçon, là, c'était vraiment mon rêve, puis j'étais heureux. J'étais heureux là-dedans. Une des choses que tu étais heureux avec, c'est le développement de la langue française, des caisses populaires, du mouvement de coopérative. Comment ça se fait que tu t'es impliqué dans cette sorte de politique-là, Gérald? Bien, quand on a commencé les coopératives, les caisses, j'étais assez jeune, mais il y avait un besoin, surtout pour la coopérative, pour les cultivateurs, il y avait un besoin qui se faisait sentir dans la région aussi. Donc, je me suis impliqué dès le début. On était rentré là-dedans tranquillement, puis je me suis intéressé à ça, puis comme je dis, c'était un besoin qu'on avait, puis j'aimais ça. Puis j'ai toujours été un client de la coopérative. Même là, on n'a plus de magasin ici, seulement que on achète à court, j'arrête mon gaz de la coopérative, puis j'aime bien ça. C'est un système qui, quand il y a des revenus, bien, ça retourne aux membres. J'ai été directeur de la coopérative dans les années 63, 64, 65. Ensuite, au début des années de 70 à 76. Puis là, je tapais mon deuxième terme en gros. Là. Je sais bien que ça va bien être le dernier. Là. On va donner notre place aux plus jeunes. En parlant de langue française, il y a une certaine fierté à Field, puis dans beaucoup de communautés dans le Nipissing West, comme Verner, puis Sturgeon, puis des autres places, puis River, puis Christophe, la langue française. Comment ça se fait que ça a pu continuer à Field? Mais je sais bien qu'on avait des pionniers, hein, comme il y avait Lionel Baudin, Aurel Canville, Rosario Paquette, Louis Brun, ces gars, c'est tous des gars qui étaient fiers de leur langue, Gérard Leblanc, ces gars aussi, puis qui ont tout, Nelson Cholette, c'est un autre aussi, qui a beaucoup fait pour la langue française dans la région aussi. On avait des organisations pour promouvoir la langue française. Il y avait l'association, l'Association canadienne-française de l'Ontario, là, qu'à tous les automnes, on faisait une quête pour ça. Puis avant de faire la quête, on avait un déjeuner-causerie à la salle paroissiale. Puis là, il y avait M. Cholette, puis d'autres qui nous parlaient de la langue française, l'importance de garder notre langue. Puis ils disaient la langue, c'est relié à la religion, puis ainsi de suite. En tout cas, puis c'est de même que la langue française a survécu, cette fois. C'est vraiment intéressant quand tu penses à la population de Field. Tu peux parler de 85, 90, 95 % de la population. Une autre chose que je réalise depuis longtemps que je te connais, Gérald, c'est l'importance de la famille que tu places dans ta vie, puis de la communauté. Parle-moi donc des familles de Field. Des familles de Field, oui. Il y a des familles pionnières. Les familles Desjardins, des familles Fildion, des Deschamps. Jarbeau, c'est beaucoup de familles. Il y en a certainement d'autres qui ne me viennent pas à la mémoire comme ceux-là. Là. C'était tout établi. La plupart de ces familles-là, ça a commencé sur des fermes. Hein. Ensuite, ben là, il y en a qui ont commencé à s'installer dans le village. Ils ont bâti le village. Ils ont commencé à avoir un magasin. M. Vinette a bâti un magasin. Ensuite, il y a un moulin-ci. Fait que les gens sont groupés autour du moulin-ci. C'est là que le village a pris naissance, je sais bien. Le dessin, si on regarde l'histoire de Field, on réalise que ça a été inondation, ça a été des feux, ça a été des vents, des tornades, toutes sortes de choses.
Pour toi, c'était quoi la chose qui a vraiment fait un impact sur Field? C'était-tu 1979? Ben, je crois que 1979, là, comment est-ce qu'on dirait, ça a détruit Field. On n'a plus notre village qu'on avait, parce qu'on avait un petit village, on parlait de Field, où on rencontrait des gens en dehors qui étaient venus à Field. Oh, c'était-tu un beau village, Field, hein? Il y avait la rivière, il y avait les maisons chaque bord, les petites rues, puis c'était vraiment un beau village. Mais là, depuis 1979, on n'a plus rien, c'est tout détruit. Hein. Non, c'est plus Field comme c'était. On peut plus dire que c'est notre village. C'est vraiment, ça a vraiment tout détruit, d'après moi. Puis même l'atmosphère à Field n'est pas la même, on dirait. C'est pas, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Il y a un groupe qui est parti, qui reste sur le chemin à Val-des-Arbres, puis un autre groupe qui reste en haut de la voie ferrée. Et on se rencontre pareil, seulement qu'il n'y a pas la même chaleur qu'il a l'habitude d'avoir. Quand tu as venu le temps de parler de déménager la caisse à Val-des-Arbres, je pourrais dire sans problème que tu étais une des personnes qui était tenue le plus longtemps d'essayer de ne pas déménager pour beaucoup de raisons. Mais c'était ça, cette affaire-là, que c'était comme ça représentait la dernière petite racine qu'on arrachait. Oui, parce que mais c'est objecté aussi longtemps comme j'ai pu pour de faire mouver là-bas. C'est pas parce que j'aimais pas que les gens de Val-des-Arbres aient des commerces dans le... Seulement que c'était de diviser les commerces. On savait que le magasin ne mouvait pas, que le bureau de poste ne mouvait pas, le complexe municipal ne mouvait pas, l'hôtel restait là. Donc, on savait que la caisse était toute seule là-bas pour un bout de temps. J'espère que d'autres s'installeront là. Mais moi, je voyais que la caisse, parmi les autres commerces, que les gens, quand ils allaient faire leur commission, bien, il y avait tout ensemble. Il y allait au bureau de poste, il y allait à la caisse, il y allait au magasin. C'était plus que moi de l'autre. Ensuite de ça, c'est le centre encore. C'est encore le centre. On a les 4 chemins qui arrivent ici, le 64 Sud, le 64 Nord, puis le 575, puis le 539. C'est le centre, ça, ici. Fait que ça va toujours rester le centre. D'après moi, le centre commercial de la communauté de Field. C'est là qu'on est exactement aujourd'hui. On est assis au cénotaphe qui a une petite plaque qui décrit 67, qui est l'année que le monument a été développé. Mais ici, il y avait un magasin qui est Field Lumber, excusez, qui a brûlé en 55. Dans ces années-là, Gérald, c'est-tu des années qui étaient des bonnes années pour Field? Oh, je crois que oui. Il y avait beaucoup il y avait beaucoup de trafic, comme on dit, à Field à ce temps-là, surtout d'arriver à l'automne, quand comme je disais, le mois de septembre, quand les camps de bûcherons rouvraient, il y avait des gens qui venaient de tout partout, de la province de Québec, puis même, il y en avait du Nouveau-Brunswick. Dans les camps, on avait des gens qui venaient du Nouveau-Brunswick qui venaient travailler, fait que ça montait ici, puis ça allait été à Field en passant. Field Lumber, ben, il y avait un gros magasin. Il y a des gens qui s'équipaient pour l'hiver. Ils achetaient leur linge ici en passant. Parce que c'était un gros magasin. C'est comique de voir que la place est si restreinte parce que c'était une grosse bâtisse. Puis en avant, on reculait là, avec nos trucks là, au backstore pour charger. Puis ça, il y avait un chemin en arrière, puis il y avait même un abri pour les voitures, les chevaux en arrière. Là. On appelait ça la chute de voiture. Là. Quand les gens descendaient au village, ben, ils mettaient le chevaux en dessous à l'abri. Ah, tout ici, ça là. Ah ouais. Ouais. Puis parle-moi donc de l'inondation de 79 encore. J'aimerais retourner un petit peu là, juste en jaser un petit peu, de parler à propos de la communauté de Field. Même si que la communauté a été comme séparée, l'esprit de la communauté, à travers des chevaliers, à travers de l'API, à travers de toutes sortes d'organismes, la communauté continue à aller très, très forte. Oh, il y a un esprit, il y a encore un bon esprit de comment je dirais ça, de communauté. Parce qu'on fait des événements, même encore, là, juste samedi passé, on avait le Fish Derby, là, puis on avait cassé au-dessus de 100 personnes qui sont enregistrées, 126, 127 personnes qui sont enregistrées pour le... Fait, donc, il y a encore un esprit. Si on fait je sais pas comment on dit, une quête pour quelque chose, je me rappelle, il y a quelques années, on n'avait pas de charnier, c'est pour les morts, là, pour l'hiver. Il fallait les laisser à Sturgeon ou à Verner. Donc, il y a un groupe, c'est les pompiers, je crois que c'est M. Denis Larocque qui avait eu l'idée pour commencer de bâtir le charnier.
Fait qu'on dit ça va coûter 5 000 piastres. Fait que donc, on s'est séparés des places, puis on a ramassé 5 000 piastres dans 2 semaines. Puis on a bâti Charnier. Fait que donc, tu sais, je peux dire que le monde, il y a encore de l'esprit de communauté. C'est quoi l'avenir de Field dans ton idée, dans ta tête, Gérald? D'où que ça va, Field? Ça va-tu se développer? Ça va-tu rester d'où que c'est? C'est un peu d'être un clairvoyant, là, mais c'est une petite question. C'est une question assez difficile à répondre, Wayne. Parce que, comme c'est là, l'avenir de Field semble, je ne veux pas dire désastreuse, mais il n'y a pas de potentiel trop là, pour dire que ça va évoluer beaucoup. Mais je crois que il va toujours rester quelqu'un à Field, ça va rester une place. Peut-être pour du monde semi-retraité ou retraité qui s'en viennent ici, c'est une place tranquille. C'est un beau petit village, c'est pas trop loin d'un centre comme Sturgeon, qu'on peut avoir à peu près tout ce qu'on veut. Il y a North Bay qui n'est pas si loin non plus, 3 quarts d'heure de voiture. C'est une place assez intéressante à demeurer. Il y a la rivière encore qui offre quelqu'un qui aime faire de la pêche ou faire du bateau. Parce que vous pouvez faire partir de River Valley jusqu'à Crystal Falls en bateau, qui est peut-être au moins une vingtaine de milles de rivière que vous pouvez faire. Puis il y a des choses de beau à voir. Il n'y a pas de gros monuments, là, mais il y a des belles battures de sable, il y a des camps le long de la rivière, il y a du beau bois. C'est beau à voir. Ça vaut la peine d'être vu. Un point final, j'ai regardé sur ton résumé, là, Gérald, puis c'est marqué que pour une partie de ta vie, tu étais un rubber. C'est quoi un rubber? Tu veux parler de la drave, là? C'est rubber, c'est rubberman. Il appelle ça le rubberman. Qu'est-ce qu'il faisait, le rubberman? Le rubberman, il était assis au bout du bateau. Il appelait ça des pointers, là, ça, des grands bateaux, là, des bateaux. On était 6 qui ramaient. Puis il y avait le devant de boat qui avait son aviron, puis le derrière de boat qui avait son aviron, puis il y avait le rubberman. Lui, il était assis sur le bout du boat, là, puis quand il y avait un bio qui ne voulait pas suivre, ben, on reculait là, puis lui, il le pognait avec sa gaffe, puis il tirait, puis non, voyez, ça, ben, on faisait un bout, puis on emmenait l'autre. C'est le même. C'est ça qui était le rubberman, c'est lui qui tirait les bio à l'eau. Mais tu vas avoir l'occasion, durant le 4e anniversaire, durant le mois de septembre, du 13 au 22, d'être rubberman encore, parce que richesse naturelle de Tim Martin River, un monsieur ici de Field, il a bâti un pointer boat qu'il appelle, puis il va l'emporter pour l'occasion, puis on souhaite vous voir là, puis on souhaite que vous avez réjoui de savoir c'était quoi Field, d'où que ça devient, qui qu'on est, d'où qu'on va. Puis c'était vraiment un plaisir aujourd'hui de parler, puis d'écouter M. Gérald Aubin, une personne très, très respectée à Field, puis le préfet du canton de Field. Je vous remercie.